Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue aux étudiants, aux partenaires de l'école, de la PECOM, de Dentsu. Bienvenue au Media Campus pour cette conférence en partenariat avec Dentsu Aegis, je vais y revenir tout à l'heure, qui s'inscrit parfaitement dans la dynamique du Media Campus avec ce regard prospectif sur la transformation de nos métiers et cette volonté de réunir des étudiants, des professionnels d'agences ou d'organisations, des professeurs et de réfléchir ensemble et de partager ensemble à la transformation de nos métiers. Donc on est ravis, c'est une coopération large avec Dentsu Aegis au niveau de l'ensemble d'Audencia et d'Audencia Business School. Donc on est ravis de vous accueillir, ça fait plusieurs années consécutives que nous avons mis en place cette conférence annuelle à vos côtés. D'autant que Dentsu Aegis était aussi notre partenaire par ailleurs lors de l'inauguration du Media Campus et votre président nous a fait, Thierry Jadot, l'honneur d'être un des parrains aussi du Media Campus lors de son inauguration. Donc merci à vous et je cède la parole. Je vous cède la parole à Dentsu. Bonjour à tous. Moi, je suis David Bayou, je dirige le bureau Dentsu Aegis Network à Nantes. Je suis ravi d'être ici au Media Campus après cette inauguration pour cette 4e conférence dédiée aux tendances techno qui impacteront très probablement le futur des médias et de la communication. Si vous vous posez la question de ce qu'est Dentsu Aegis, en quelques mots, Dentsu Aegis est un groupe japonais, c'est le 4e groupe mondial de communication, à peu près 47 000 collaborateurs dans 145 pays, présents sur l'ensemble des métiers et structurés en 4 pôles. Un pôle médias et performance, un pôle création et innovation, un pôle communauté et expérience et un pôle consulting et influence. Et en fait, au sein de ces 4 pôles, vous retrouvez nos principaux métiers que sont le média, la data, le contenu et l'expérience. Un groupe aussi profondément ancré dans le digital, avec une bonne dynamique, avec 9,2% pour vous donner un chiffre de croissance en 2017, 31 acquisitions, dont sans doute la plus grosse et la plus importante dans l'histoire du groupe, avec Merkle, si vous connaissez, qui est une agence américaine spécialisée dans la data, le CRM et le marketing à la performance. On a aussi été honoré en 2017 avec la première place au classement qualitatif RECMA. Et pour la 2e année consécutive, le prix de l'agence Pure Player de l'année pour iProspect, notre marque qui est dédiée à la performance digitale. En France, on est 1300 collaborateurs, on a un siège social qui est situé à Paris, on a aussi des bureaux en région, donc à Nantes, à Lille, à Toulouse, à Marseille et à Lyon. Voilà, il m'en manquait un. Donc 6 bureaux aujourd'hui et 5 bureaux en région. Pourquoi on est là? C'est aussi pour servir nos clients là où ils sont et pour mettre toute l'offre du groupe à leur disposition, dont je vous ai brièvement exposé ici. Alors, je vais sans plus tarder maintenant laisser la parole à Benoît que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, qui est directeur aussi du département prospective et innovation de Dentsu et qui va venir vous livrer son analyse du CES et vous parler de l'avenir et de ces tendances qui feront probablement l'avenir de nos métiers. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Quand il y a 5 ans maintenant, chez Dentsu, on a pris la décision de créer un département prospective. L'objectif était de répondre à la question de nombreux clients qui s'inquiétaient de voir cette accélération technologique qui avait un impact sur leurs habitudes en termes de communication, en termes de médias. Et c'est vrai aujourd'hui que face à cette accélération technologique, nos métiers sont en train de devenir des métiers technologiques. On a de plus en plus besoin de travailler la data, de travailler avec des machines, de travailler avec des algorithmes pour optimiser toujours plus nos budgets de communication. Et c'est ce qui explique qu'on a créé ce département prospectif pour répondre à des questions comme est-ce que les jeunes regardent encore la télévision ? Est-ce qu'il y a ou pas un avenir pour des médias
papier face à la croissance du digital. Donc toutes ces questions, eh bien, il fallait mettre les mains dans le cambouis, financer des études, dialoguer avec nos partenaires. Et c'est à ce titre-là qu'il était légitime pour nous d'aller à Las Vegas, un salon qui existe maintenant depuis plus de 50 ans, l'un des salons qui a révélé quand même le magnétoscope. C'est là qu'on a inventé la souris, enfin inventé en tout cas, où on l'a révélé. Et depuis ces 50-60 ans, finalement le public a un peu changé et la plupart des directeurs marketing ou des gens qui travaillent justement dans nos métiers vont là-bas pour aller chercher de l'inspiration, aller chercher des technologies opérationnelles qui pourraient leur permettre d'être plus efficaces. Donc en fait, ce que je vous propose ce soir, c'est de vous livrer rapidement mon sentiment, mon analyse de ce que j'ai pu voir là-bas, dans ce qui pouvait être surprenant. Donc d'abord, je vais vous parler un peu d'un rapport d'étonnement. Qu'est-ce que j'ai pu voir? Qu'est-ce qui pourrait avoir un impact sur les médias? Qu'est-ce qui agite cette sphère des médias? Et puis pour être un petit peu synthétique, je vous proposerai une vision à travers 10 tendances technologiques qui selon nous vont marquer l'année 2018 dans nos métiers. Et vous allez voir qu'on a décidé d'appeler cette présentation 2018 année schizophrénique parce que vous allez le voir, en fait, nos clients, consommateurs, prospects, ils veulent tout et son contraire. Donc c'est un peu le problème, c'est-à-dire qu'il va falloir jouer avec ces antagonismes si on veut être efficace, mais ça veut dire qu'il faut aussi bien les comprendre. Donc on va voir à travers ces 10 points qui seront importants pour vous, comment vous allez pouvoir exploiter toutes ces tendances technologiques dans vos business pour être plus efficace demain. Ok ? Vous venez avec moi à Vegas ? Alors c'est parti. Déjà, pour comprendre ce que c'est que le CES, il faut bien comprendre que c'est vraiment quelque chose d'énorme. Je ne sais pas si certains parmi vous sont déjà allés là-bas, mais vous avez donc tout cet énorme boulevard qui s'appelle le Strip, sur lequel vous avez tous les grands hôtels, tous les casinos. Et en fait, le CES n'est pas regroupé sur un seul lieu à Vegas, vous en avez 3. Vous avez le sud, par exemple, qui est dédié aux médias. Vous avez la partie Tech West qui est dédiée aux startups. C'est là qu'on va retrouver, par exemple, toutes les startups de la French Tech. Et puis, vous avez tout le Las Vegas Convention Center où vous allez trouver quelque chose qui ressemble un peu à la foire de Paris, mais en version nouvelle technologie. Où là, vous allez avoir les plus grands stands des Samsung, Sony, etc. qui sont là. Alors, quand on décide d'aller au CES, c'est un peu un marathon. On y va d'ailleurs chez Dentsu à 2. Moi qui vais plutôt aller chercher des évolutions en termes d'usage, essayer de comprendre ce qui pourrait se passer, et un directeur informatique qui va être là pour essayer de comprendre comment ça marche et voir comment pour nos clients on va pouvoir venir plugger ces nouvelles technologies. Mais ça veut dire qu'en fait à 2, on a fait chacun à peu près 7 km de marche par jour, et ce qui est très trompeur quand vous êtes là-bas, c'est que quand vous êtes en fait sur la partie sud, vous le voyez, l'hôtel au nord, et vous vous dites « Oh, allez, j'y vais à pied ». Sauf que ça, vous le faites une fois, vous vous rendez compte qu'effectivement, il vous faut 1h30 pour aller rejoindre l'hôtel que vous voyez. Puis si la deuxième fois, vous vous dites « Je vais prendre le métro », alors c'est pas vraiment le métro, là-bas, ça s'appelle le monorail, c'est un peu futuriste, il faut à peu près 1 heure de queue pour pouvoir rentrer dans le métro. Parce que vous êtes effectivement sur un salon où vous avez près de 200 000 visiteurs. Alors, ça peut paraître modeste par rapport à notre bon vieux salon de l'agriculture parisien, mais je peux vous dire qu'à Vegas, du coup, tout le monde autour du cou se balade avec son petit badge CES. Alors, qu'est-ce qui nous a vraiment marqué là-bas, avant de rentrer dans cette synthèse avec les 10 tendances? Premièrement, quand on parle de médias, il y a un média roi qu'on n'arrive toujours pas à détrôner, c'est l'écran. J'ai pas envie de dire la télévision parce qu'on va presque au-delà de ça. Et en fait, là où vous avez encore le plus de monde, avec des journalistes qui font la queue, qui vont prendre des photos, c'est pour aller découvrir toutes les innovations dans les écrans. Alors, il y en avait plusieurs. On a vu beaucoup d'écrans 4K, voire même 8K. Je vais revenir là-dessus. Là où il y avait vraiment le plus de monde, c'était devant cet écran vraiment gigantesque qui s'appelle The Wall, donc le mur. N'espérez pas le faire rentrer dans votre salon, puisqu'il fait 4 mètres de diagonale. Il n'est que 4K, mais le fait de proposer une diagonale aussi imposante
faisait que les gens voulaient absolument voir à quel point on était capable de fabriquer des dalles géantes aujourd'hui. Et un coup de com' vraiment intéressant, c'est LG qui l'a mené, parce que tout le monde disait qu'à l'occasion du CES, LG avait révolutionné le monde des écrans en proposant cet écran géant enroulable. Vous voyez qu'on est en fait sur un écran qui a l'épaisseur d'une feuille de papier. Donc on n'est pas loin du journal en mode Harry Potter. Et vous voyez que vous avez donc cette espèce de petit serpentin derrière qui enroule tout ça. En fait, il n'était pas proposé sur le stand de LG, puisque c'est un prototype qui a été lancé en vidéo sur le web à l'occasion du CES, mais on ne pouvait pas le voir en vrai. Donc toujours beaucoup de passion autour de ces écrans qui sont toujours plus grands. Et c'est un peu la tendance du CES de cette année, assez peu d'innovation de rupture finalement, beaucoup d'innovation incrémentale avec du plus rapide, du plus grand, du plus beau, mais quelques innovations vraiment de rupture, on va revenir dessus, mais pas énormément. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui m'a vraiment marqué, c'est que vous êtes vraiment dans le royaume de la suprématie asiatique. On se rend compte à quel point on a changé de paradigme sur la manière dont la Chine, notamment, était perçue au niveau des nouvelles technologies. On a longtemps dit, il y a très longtemps, que les Chinois copiaient et faisaient une qualité plutôt médiocre sur la technologie. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. On est bien sur des gens qui ont compris, qui fabriquent, qui innovent et qui démocratisent l'accès aux nouvelles technologies dans les médias en proposant des prix 2 à 3 fois moins chers que ce que des géants américains peuvent proposer. Ça a notamment été le cas sur des casques de réalité virtuelle qui pour beaucoup étaient un peu inaccessibles, avec des casques comme des Oculus par exemple qui étaient vendus dans les 700 €. Une année après leur lancement, vous avez les Chinois qui ont proposé un casque à 200 €. Dans nos métiers où les médias sont bien sûr consommés énormément sur le smartphone, sur le mobile, il y a un autre acteur qui était très présent sur le salon, c'est Huawei. Alors vu que personne ne sait prononcer Huawei correctement, ils se sont dit cette année on va faire un truc simple, on va écrire Huawei. Comme ça, du coup, les gens vont comprendre que ça se dit comme ça. Et c'est un acteur qu'il faut vraiment surveiller parce que déjà l'été dernier, cet acteur chinois avait réussi à détrôner Apple en nombre de smartphones vendus. Donc en termes de part de marché, il l'avait dépassé. Et l'ambition de Huawei, clairement, c'est de détrôner Samsung de sa position de numéro 1 en fabricant de smartphones. Et il y avait d'ailleurs une grosse conférence au CES du patron de Huawei qui était venu de Chine pour lancer le Mate 10 Pro. Donc ils abordent le marché américain avec ce smartphone très très qualitatif. Et regardez, en rapport qualité-prix, effectivement, c'est vraiment avec un design Porsche, une très belle... un très beau design, des logiques technologiques très poussées, un rapport qualité-prix énorme. Mais vous voyez, ils sont tous là. Donc, on a des Huawei sur le mobile, on a des Alibaba qui aujourd'hui font partie de ces Batix. Je reviendrai sur ce terme qui est important parce que vous connaissez tous les GAFA, mais il va falloir connaître aussi maintenant les Batix. Sony, l'indétrônable, qui nous a reproposé son nouveau petit chien Weibo qu'on connaissait, qu'on avait déjà vu il y a quelques années. Donc la technologie ayant évolué, on se dit que peut-être nos animaux de compagnie, là aussi, vont devenir des robots. Et puis des fabricants, là encore, de téléviseurs que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui font partie de ces géants mondiaux au niveau asiatique. Des marques comme Konka, qui aujourd'hui nous proposent des dalles 8K, donc là encore je vais revenir là-dessus, mais du 8K, il y en avait vraiment partout au niveau des écrans au CES. Donc ça c'est le deuxième point, vraiment la suprématie asiatique. On a vu cette année des nouveaux espaces. Pour la première fois, vous aviez un espace entier qui était dédié au sport, avec les opportunités pour les marques de se saisir de ce terrain du sport augmenté par la technologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple comment je vais augmenter l'engagement des fans lors de manifestations sportives, comment je vais transmettre de la donnée d'athlètes connectés, comment je vais enrichir l'expérience le jour J sur le stade, avec un acteur qui est Intel, qui était très présent sur ces investissements autour du sport. Pour la première fois cette année aussi, on a vu une zone dédiée à la Smart City qui était assez prometteuse sur le papier, mais assez décevante finalement en vrai, parce que c'était une zone qui était plutôt dédiée à des produits très technologiques,
des directeurs informatiques qui venaient chercher des antennes plus performantes, par exemple. Donc, on n'avait pas une vision de la ville du futur, on voyait plutôt comment concrètement on allait pouvoir faire se parler ensemble tous ces bidules connectés. Mais à part des directeurs informatiques, c'était difficile à comprendre. Et puis, le gros coup de com' du salon, où je me suis fait avoir un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que le jour où je suis arrivé au Las Vegas Convention Center, il y avait une énorme manifestation devant l'entrée du Parc Expo, en mode à l'américaine, vous savez, avec les panneaux, les gens qui crient, etc. Et alors que j'allais traverser la route, je me suis fait alpaguer par l'un de ces manifestants qui me dit « Comment vous pouvez supporter ces nouvelles technologies ? On nous clone dans des laboratoires, les robots sont en train de devenir rois, etc. » Je me dis « Mais qu'est-ce qu'il me raconte ?» Je dis « Bon, c'est un illuminé. » Et puis dans le salon, donc je passe devant ce stand où je vois des gens dans des cages, je me dis qu'est-ce que c'est que ça? Et on me dit vous voulez voir comment on va vous cloner dans le futur? Je me dis ah tiens, ça rejoint peut-être le coup de la manif. Et de manière tout à fait transparente, normale, donc je rentre pour voir ce qu'on m'explique et le gars me dit bon alors voilà, nous sommes une société, on s'appelle Psychasec, on vous propose de télécharger votre conscience dans une petite puce et grâce à ça vous allez devenir immortel. On va pouvoir charger votre conscience dans un corps de votre choix. Et le gars avait un catalogue. Il me montrait un catalogue en disant « Voulez-vous devenir une femme, monsieur? Voulez-vous devenir un black? Voulez-vous... » Je dis « Mais qu'est-ce qu'il me raconte ?» Et le gars vous assène ça avec tellement d'aplomb qu'il vous dit « Vous avez des questions ?» Et là, tout le monde se regarde, genre est-ce que comme moi, tu te dis qu'on marche complètement sur la tête ou quoi? Et on passe dans une deuxième pièce où on nous fait toucher des corps qui poussent dans des sacs. Donc on touche ces corps synthétiques. Tout ça, ça dure à peu près 10 minutes. Jusqu'à la fin, vous avez la révélation où en fait, on apprend que c'est la nouvelle série de Netflix qui s'appelle Altered Carbon, qui vous parle d'un futur probable. Mais le fait de s'être positionné sur ce salon des nouvelles technologies, à l'époque de Black Mirror, on voit tellement de trucs qu'on se dit, est-ce que ces gens sont vraiment des dingues? Est-ce que c'est possible ou pas? Donc, ils ont vraiment fait parler de leur série en étant sur ce salon. Et c'est vrai que c'est plutôt un salon où on vient se faire voir. C'est vraiment un lieu de communication important. Vous avez notamment des marques automobiles comme BMW qui étaient présentes là-bas, qui ne présentaient absolument rien en termes de nouvelles technologies. Ils faisaient du drift, ça faisait beaucoup de bruit. Donc avec une espèce de cascadeurs, vous pouviez monter en voiture à leur côté. Mais voilà, ils étaient présents sur place. Donc la Smart City, la vraie, elle nous a plutôt été exposée lors d'une conférence assez intéressante, inaugurale, lors du premier jour, dans cette salle immense où on peut accueillir à peu près 3000 personnes, où vous avez le patron de Ford qui est venu nous expliquer sa vision de la mobilité connectée. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que là, on nous a parlé de à quoi ça allait pouvoir servir. Donc en fait, sa vision, c'est que l'automobile a façonné la société telle qu'on la connaît aujourd'hui. Selon lui, c'est grâce à l'automobile qu'on a donné accès à l'éducation, par exemple. C'est grâce à l'automobile qu'on a structuré les villes et repoussé l'agriculture plutôt en périphérie. Mais il fait le constat qu'on est arrivé aujourd'hui à saturation et qu'on ne peut plus continuer à fabriquer des voitures comme ça sur des routes. Et donc il nous dit, il faut arrêter de faire des roads for cars, but we need to think streets intended for living. Donc vraiment, comment la voiture va pouvoir devenir un élément de notre quotidien, un facilitateur, notamment dans les médias, notamment dans le commerce. Et du coup, pour pouvoir faire ça, il nous dit, Ford a toujours voulu démocratiser l'accès à la technologie. C'est dans l'ADN de notre marque. Et donc, on va vous proposer une logique en open source, un cloud lié à la mobilité, qu'ils ont donc appelé le TMC, Transportation Mobility Cloud. Et dans ce cloud, l'ensemble des acteurs de la ville du futur va pouvoir dialoguer, le mobilier urbain, les véhicules, les commerçants, les fabricants d'infrastructures, tout ça avec un même langage commun qu'il propose là encore de mettre à disposition du public, sponsorisé par des puces de chez Qualcomm. Ce langage s'appelle le CV2X.
Et donc leur idée, avec beaucoup de vidéos à l'appui, ils nous ont montré comment, par exemple, si quelqu'un a un accident, eh bien, va pouvoir détourner en temps réel le trafic pour donner un accès plus rapide aux véhicules de secours. Comment un tout petit fleuriste va pouvoir faire livrer un bouquet de fleurs à l'autre bout de la ville grâce à un véhicule autonome qui viendra chercher le bouquet et l'emmener là où il a été commandé. Donc tout ça nous a été expliqué avec un élément important pour que ça puisse fonctionner, cette vision de la Smart City, c'est la 5G. La 5G, c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est une vraie rupture technologique par rapport à la 4G qui n'était qu'une accélération de la 3G, ça va plus vite. Quand on parle de 5G, en fait, on vous parle donc d'une nouvelle norme. Donc ça veut dire que tous vos téléphones vont devoir changer si vous voulez pouvoir passer à la 5G. Alors, rassurez-vous, vous avez encore quelques mois d'exploitation puisque l'ARCEP nous a dit en France qu'on ne commercialiserait rien avant 2020. Mais les premiers tests ont déjà démarré en France, notamment avec Huawei, qui est un acteur de la 5G sur Bordeaux, où ils font ces premiers tests. C'est quoi la 5G? En fait, c'est de 10 à 100 fois plus de débit sur vos smartphones qu'aujourd'hui avec de la 4G. Alors qu'on nous promettait déjà que la 4G, c'était hyper rapide, vous vous en souvenez. Donc en fait, c'est l'équivalent de la fibre en termes de vitesse, mais sur de l'Internet mobile. Donc vous imaginez l'impact que ça peut avoir sur la consommation des médias, parce que ça veut dire que des gens vont pouvoir accéder à des contenus haute définition partout, tout le temps. Et donc pour pouvoir gérer tout cet écosystème de l'Internet des objets, il nous faut de la 5G. Donc on nous a parlé de mobilité connectée, de la mobilité urbaine, on en a vu un petit peu partout avec tout un tas de scooters électriques qui doivent nous permettre d'inventer la mobilité. Mais ce qui m'a moi paru vraiment intéressant, c'est que vous aviez donc quasiment toutes les marques asiatiques automobiles qui étaient là. Vous aviez des Kia, des Hyundai, des Nissan. Il n'y avait ni Peugeot ni Renault. Bon, alors on me dit, ouais, mais Nissan, c'est Renault. Bon, pas tout à fait quand même. Donc, certes, il y a des fabricants automobiles. Vous avez même une nouvelle marque qui s'est officiellement lancée au CES, Byton. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler de Byton, probablement non. C'est une marque qui ambitionne de détrôner Tesla sur la voiture électrique, en proposant une voiture électrique plus performante, plus accessible en termes de coût. Bon, à prendre avec des pincettes parce qu'il y a plusieurs marques automobiles qui se seraient lancées comme ça au CES dont on n'a plus jamais entendu parler derrière. Mais ce qui, moi, m'a vraiment intéressé, c'était que plein de gens nous parlaient de voitures alors que ce ne sont pas des constructeurs de voitures. Des gens comme Pioneer, des gens comme Bosch. Il nous parle de quoi? Eh bien, il nous parle de la voiture comme d'un média, parce qu'on est déjà en train de préparer la voiture autonome. C'est plus des contraintes légales et de responsabilité que des contraintes vraiment techniques, mais c'est d'imaginer ce qui va pouvoir se passer dans le cockpit du futur, comment je vais pouvoir divertir les gens, les éduquer, les faire travailler à partir du moment où la voiture se conduit toute seule. Donc on commence déjà à inventer l'ergonomie du cockpit du futur. Ce qui nous amène à voir plein de marques qui nous parlent de voitures alors qu'a priori, ce n'est pas du tout leur cœur de métier. Donc la 5G, je vous en ai parlé. Donc vraiment, elle était partout sur le salon. C'est un grand fondamental à retenir avec l'intelligence artificielle, mais j'y reviendrai. J'ai pu notamment vivre des expériences, donc comme quoi ça marche en vrai, la 5G, des expériences de réalité virtuelle avec un casque connecté en 5G sans fil. Donc il faut un peu de débit quand même en termes de fréquence, en nombre d'images que vous balancez en stéréo comme ça en 360. Et ben en 5G, c'est parfaitement fluide. Sans fil, ça marche très très bien. La 5G en France ne fonctionnera qu'à partir du moment où on arrivera à trouver un écosystème de personnes qui vont cofinancer ça. C'est intéressant pour des pays qui sont très peu fibrés. Ce n'est pas le cas de la France. On a beaucoup équipé le pays en fibre. Donc le saut technologique pour la France n'est pas forcément évident. Qui va payer pour le déploiement de cette technologie? Et pour autant, on ne peut pas rester derrière la Chine, on ne peut pas rester derrière l'Asie, derrière les États-Unis. Donc pour l'instant, on se cherche un petit peu en France sur ce qu'on va vouloir faire de la 5G, mais vous voyez qu'elle était vraiment partout. On nous parle du Consumer Electronic Show. Moi, j'ai plutôt vu le Business Electronic Show. Comme je vous le disais, c'est de plus en plus un salon B2B où vous avez des schémas quand même assez compliqués,
où à un moment on est un peu loin de la télé et du magnétoscope, où on vous dit voilà, quelles solutions technologiques vous allez pouvoir déployer dans vos entreprises demain. Donc c'est bien d'y aller avec votre DSI. Il y a néanmoins une innovation qui, moi, m'a semblé vraiment intéressante, c'est le quota. Quota, ça veut dire quoi? Ça veut dire Charge over the air. Le fameux smartphone, parce que je disais que c'est quand même un peu l'élément de convergence dans les médias aujourd'hui. Ce qui nous enquiquine tous, c'est de, tous les étudiants connaissent ça par cœur, trouver la prise électrique pour le recharger. Là encore, la grande promesse de Huawei, c'était je vous propose avec mon Mate 10 Pro le premier téléphone qui va tenir 2 jours sans avoir à le recharger en usage intensif. Bon d'avoir. Mais comment je fais pour justement recharger les choses? Alors vous connaissez la recharge avec le fil, un peu classique. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà passés à la recharge par induction. Sauf que le problème de la recharge par induction, c'est qu'il vous faut un socle. Quota, c'est quoi? Eh bien, imaginez que ça, par exemple, la petite boîte blanche sur le mur, qui est peut-être un boîtier Wi-Fi, devienne finalement un boîtier qui va servir à recharger vos téléphones mobiles sans aucune connexion, avec une distance, on va dire, d'à peu près 20 mètres. Donc ça fonctionne un peu comme du Wi-Fi. Il y a 2 types de technologie quota. Il y en a une qui fonctionne où il faut que le téléphone en fait, soit visible, c'est un peu comme de la lumière. Donc d'ailleurs, il nous donnait des petits sticks avec une LED comme ça, c'était assez impressionnant. Il y avait un faisceau quota, et donc vous teniez ce truc, et quand vous le mettiez dans le faisceau, la lumière s'allumait, dans l'air comme ça. Vous sortiez du faisceau, la lumière s'éteignait. Et donc, je capte quelque part de l'énergie directement dans l'air. Et donc, il disait une révolution dans les usages, puisque vous rentrez n'importe où dans la salle de classe, vous posez votre téléphone sur la table, il va se recharger tout seul, à partir du moment où vous avez donc cet émetteur. Alors, moi, je me disais, ok, est-ce que les gens vont pas avoir peur de ce truc à dire, ok, donc vous êtes en train de me dire qu'il y a des ondes d'énergie qui vont traverser mon corps. On ne sait déjà pas si le smartphone est potentiellement dangereux pour notre cerveau. Est-ce que dans les usages, au-delà de la technologie, ça va bien passer? Pas sûr, mais en tout cas, en termes de démonstration, c'était assez bluffant. Donc ça, c'était un peu sur le rapport d'étonnement. Maintenant, sur les 10 tendances, les 10 choses qui devraient vous impacter, qu'il faut retenir pour l'année 2018, on a souhaité les organiser en fait en 4 grandes tendances contradictoires. Des tendances autour du moi, du surmoi, du conscient, de l'inconscient, de la confiance, de la méfiance et des certitudes, incertitudes. Tout ça pour exprimer cette logique schizophrénique dont je vous parlais, c'est-à-dire qu'effectivement, on est partagé aujourd'hui entre mon moi et mon surmoi, faire confiance à la technologie ou être très méfiant. On a tous envie d'utiliser ces nouvelles technologies, mais on ne veut pas partager nos données personnelles. Bah oui, mais si tu ne partages pas tes données personnelles, ça ne marche pas. Donc il y a un moment, il faut que tu saches ce que tu veux. Et donc en fait, vous allez le voir, je vais vous le montrer de manière illustrée. Ces tendances qu'on avait sorties un peu avant le CES, on s'est demandé justement si on allait les retrouver lors du CES. Et visiblement, on ne s'est pas trop trompé puisqu'on a trouvé pas mal d'illustrations. Alors partez avec moi en voyage, on va voir donc dans ces tendances quels sont les buzzwords que vous allez devoir ressortir cette année entre la poire et le fromage pour avoir l'air hyper connecté. Donc, il y en a beaucoup. Il y a déjà pas mal de mots en gris dont on a parlé depuis très longtemps. Ceux qui sont en gros gras et en couleur, c'est vraiment ceux de cette année. Donc, il va vraiment falloir parler de blockchain, il va falloir parler de RGPD, il va potentiellement falloir parler de edge computing, de BATX, je vous en ai parlé, et puis des interfaces avec les machines. Alors, suivant que vous êtes français ou anglais, on va parler d'ICM, interface cerveau-machine, ou de BCI, c'est la même chose, Brain Computer Interface, mais voilà, c'est en français ou en anglais. Donc je vais vous emmener à travers certaines de ces tendances, de ces mots pour essayer de comprendre. Première tendance, les avatars. Moi sur moi. Alors, vous avez peut-être remarqué, si justement vous êtes l'heureux possesseur d'un iPhone 10 ou si vous avez acheté l'un des derniers Samsung, que les fonctions d'avatar 3D deviennent natives. On avait déjà, pour les plus connectés ou les plus actifs sur les réseaux sociaux d'entre vous, l'usage des Bitmoji. Alors le Bitmoji, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit avatar 2D de vous-même. Donc si vous ne connaissez pas cette application Bitmoji, je vous invite vraiment à la télécharger. Ça vous permet d'interagir avec un avatar de vous-même sur les réseaux sociaux. Mais si vous voulez commencer à rentrer sur de la 3D,
Soit vous allez sur des applications qui font un peu peur comme 3D Myself, où là vous commencez vraiment à faire un espèce de clone 3D de vous-même, soit vous faites un peu ce que Apple a proposé, notamment avec cette petite licorne, puisque vous savez, il y a le fameux Face ID sur le téléphone. Donc auparavant, on débloquait son téléphone avec le doigt. Maintenant, il suffit de regarder son téléphone, on va scanner votre visage, puisque grâce à la biométrie, on va être capable de vous identifier. Donc vous allez déverrouiller votre téléphone, vous allez payer comme ça. Et donc du coup, puisqu'on est capable de mesurer votre visage, on va pouvoir transposer votre visage dans tout un tas de petits personnages. Alors il y a la licorne. Est-ce que quelqu'un a déjà envoyé un cacamoji ? Ah oui, je vois des oui au fond. Alors très populaire, le cacamoji, il faut oser quand même, hein, mais bon voilà, ça fait partie du langage social. Alors pourquoi c'est intéressant ? En fait, on s'est rendu compte sur les réseaux sociaux que les gens, à force de s'exposer, trouvaient un problème justement à protéger leur moi, qui je suis en vrai. Et le fait de s'abriter derrière un avatar de vous-même est, semble-t-il, un peu plus sécurisant pour les gens. C'est aussi intéressant, Zuckerberg a travaillé sur cette notion-là dans les évolutions de Facebook pour demain. Je ne sais pas si vous avez vu cette extension qui s'appelle donc Facebook Spaces, sur lequel il travaille. L'idée est assez simple, c'est de pouvoir télécharger cet avatar de vous-même sur une zone sociale où plusieurs avatars 3D vont se réunir. Donc vous faites par exemple une réunion virtuelle avec vos collègues de travail où vous allez projeter donc soit un vrai 3D de vous-même, soit un personnage complètement fantasmagorique si vous avez envie. Mais vous allez comme ça pouvoir partager des expériences à plusieurs sur des zones virtuelles. Et on a même déjà vu chez Facebook la possibilité d'organiser des concerts virtuels jusqu'à 1000 avatars connectés en même temps pour aller vivre une expérience sans y être physiquement. Donc ça veut dire que vous chaussez votre casque de réalité virtuelle, vous envoyez cet avatar auprès de vos amis et c'est parti pour l'expérience. Si on regarde en termes d'illustration au CES comment ça s'est traduit, en fait on a vu pas mal de choses avec des objets qui permettent de scanner votre corps. Donc vous rentrez dans cette espèce de cabine où vous avez des appareils photo, des caméras qui instantanément vont fabriquer un double 3D de vous-même. Vous avez cette start-up française, Exens, qui a déjà scanné en 3D l'ensemble des joueurs du PSG pour pouvoir les utiliser dans tout un tas d'interfaces virtuelles. Le joueur n'est pas là, j'ai son clone digital. Je veux pouvoir utiliser un joueur dans un jeu vidéo, je l'ai déjà. Et on nous dit par exemple, vous voyez une troisième possibilité technologique asiatique ici, que dans le futur, notre avatar 3D sera tellement courant que quand vous irez acheter une voiture par exemple, vous fournirez cet avatar 3D au commercial qui du coup téléchargera cet avatar dans votre voiture et votre siège sera directement adapté à votre morphologie. Plus besoin d'aller régler la hauteur du siège, la profondeur, etc. Même chose sur les vêtements. On avait assez peu d'interfaces convaincantes pour aller essayer de manière virtuelle des vêtements. Ça ressemblait un peu à du carton-pâte. Avec l'évolution de ces technologies-là, on est sur des choses qui sont beaucoup plus convaincantes pour tester virtuellement des lunettes, des vêtements, etc. Donc une petite révolution intéressante dans les médias, c'est la première tendance que je voulais partager avec vous. La deuxième, c'est un chercheur scandinave qui l'a partagé avec nous à partir de son analyse des réseaux sociaux. C'est cette notion qu'il appelle du social cooling. Donc c'est une espèce de normalisation sociale. L'idée, c'est quoi ? On est rentré dans une ère où on va tous évaluer, noter les services, les prestations, les produits, et voire même se noter les uns les autres. Sur ceux qui regardent du Black Mirror, ça va peut-être vous rappeler des choses où effectivement il y avait cette vision dystopique du futur où à force de se noter les uns les autres, on en arrive à devenir complètement faux cul. C'est une vraie réalité aujourd'hui, c'est plus de la fiction. Vous avez déjà en Chine, sur une province de Chine, ce test de crédit social où en fonction de votre comportement à l'école, avec différents intervenants commerciaux, etc., où chacun va vous noter, vous allez avoir cette note sur 5 qui, tenez-vous bien, c'est pas de la science-fiction, va dans les semaines qui viennent vous donner droit ou pas d'acheter un billet de train par exemple. Ce qu'on voyait dans Black Mirror, c'était des zones où
on donnait accès à des crédits immobiliers à certaines personnes qui avaient un score social plutôt raisonnable. C'est quelqu'un de la haute, entre guillemets. Eh bien, on voit effectivement déjà maintenant dans les réseaux sociaux que cette évolution technologique a bouleversé le comportement vers une espèce de normalisation. Les gens osent plus dire véritablement ce qu'ils pensent parce que ça pourrait être jugé comme agressif et donc récupérer une mauvaise note. Donc ça, c'est une tendance que j'ai pas vue en illustration au CES, mais qu'on a vue quand même dans beaucoup d'études et qui est importante pour tous ceux qui travaillent sur le futur des réseaux sociaux ou du commerce, parce qu'on note tout, hein, on note son chauffeur Uber, on note les produits, etc. Donc les profs vont se faire noter aussi bientôt avec des étoiles, voilà, ça dans tous les sens. Ouais, mais dans les entreprises, pareil, vous pouvez noter votre patron. Bref, tout ça, c'est une logique circulaire. Alors, je vous ai parlé de 5G comme l'une des stars du CES. La troisième tendance, c'est vraiment le gros incontournable de cette année, c'est l'intelligence artificielle. Alors, c'est pas nouveau, l'intelligence artificielle, parce que on en parlait déjà dans les années 50. Le fameux test de Turing où on disait à partir du moment où quelqu'un sera capable de dialoguer avec une machine pendant 20 minutes sans s'en rendre compte, on aura gagné. Ce qu'on n'avait jamais réussi à faire auparavant, c'était d'avoir une capacité de machine learning qui nous permettrait d'avoir suffisamment de données disponibles pour le faire et une capacité de calcul suffisante. Aujourd'hui, ça y est. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que le mot intelligence artificielle est en train de devenir un buzzword, comme on dit. C'est un mot marketing. Même si vous avez chez vous 2-3 algorithmes qui tournent pour faire quelque chose, auprès de votre client final, vous avez intérêt à dire il y a de l'intelligence artificielle dedans. Ça fait bien, ça fait moderne, ça fait connecté. Même si vous creusez un peu et que ce n'est pas vraiment du machine learning ou du deep learning derrière, on a vu quand même à Vegas des toilettes avec de l'intelligence artificielle. Ça sert à quoi? À rien du tout. C'est-à-dire qu'au lieu de tirer la chasse, par exemple, vous allez le dire à la voix, vous allez demander aux toilettes de tirer la chasse. Bref, ça sert absolument à rien. Nous, ce qu'on dit chez Dentsu, c'est qu'il ne faut pas parler d'intelligence artificielle parce qu'elle est beaucoup plus artificielle qu'intelligente aujourd'hui. Je préfère parler d'intelligence étendue parce qu'en fait, il y a beaucoup de théoriciens qui ont remarqué, c'est très normal puisqu'on est sur du machine learning, que cette intelligence artificielle, finalement, elle singe le comportement humain, y compris avec tous ses défauts. Donc quand un humain a des défauts, la machine, elle n'est pas plus intelligente que l'humain. Elle va reproduire ces mêmes défauts. Donc, c'est un buzzword. On a intérêt à en parler. De plus en plus de gens le font. Et comment ça s'est traduit au CES? Donc, on l'a vu de plein de manières dans les médias. Je vous ai beaucoup parlé d'écran 8K tout à l'heure, en disant, mais ça ne sert à rien, il n'y a pas de contenu 8K disponible. Eh bien, voyez par exemple, cet écran sur la gauche, Introduction of AI Technology, donc c'est une télé avec intelligence artificielle intégrée. Alors, je demande aux fabricants, c'est quoi une télé avec de l'intelligence artificielle? Alors il me dit, en fait, puisque je propose 8K en affichage, donc une qualité d'image exceptionnelle, et que la source peut au mieux fournir du 4, je vais demander à une intelligence artificielle de faire de l'interpolation de pixels pour reconnaître la nature des images que vous regardez pour proposer la plus belle qualité d'image possible. Donc en fait, ce téléviseur-là parle d'intelligence artificielle, il va aller dire « Ah tiens, il est en train de regarder un paysage. Voilà les pixels que j'ai reçus. J'ai déjà reçu pas mal d'images de paysages. Je sais comment ça se construit un paysage, donc je vais fabriquer des pixels qui n'existent pas grâce à l'intelligence artificielle. » Franchement, un œil humain n'est pas capable de faire la différence à moins d'avoir un écran de 4 mètres de base, le fameux The Wall qui était en face. Donc, vous précipitez pas sur la 8K. On va avoir sur les Jeux Olympiques de Tokyo des premières captations en 8K, mais déjà la 4K, c'est pas mal. Autre chose intéressante, de téléviseurs avec intelligence artificielle intégrée, donc c'est la démo que j'ai prise avec mon petit smartphone. Vous avez un écran à côté qui vous montre en fait ce qui se passe sur votre smartphone. Vous regardez une série, vous prenez votre télécommande, vous demandez à la télécommande qui est le nom du comédien qui est à l'écran. Intelligence artificielle, reconnaissance donc faciale de l'individu, on va dire « Ah bah tiens, tu regardes un truc avec Brad Pitt. » Ok, ça va plus loin. Vous pouvez dire « Qu'est-ce qu'il porte ?» Reconnaissance du type de vêtements en temps réel de la personne dans la série.
Et du coup, le téléviseur va aller vous proposer sur votre smartphone connecté directement les sites de e-commerce qui vous proposent les fringues qui ressemblent le plus à ce que vous êtes en train de regarder. Voilà un usage possible de l'intelligence artificielle dans les médias. Donc on est sur des téléviseurs qui répondent à la voix, qui vont nous permettre d'aller faire des recherches vocales, temps réel, en fonction de ce que vous êtes en train de regarder. Ok ? Donc ça, c'était cette tendance donc sur l'intelligence étendue, cette espèce d'omnitéligence. On en met un peu partout, même là où ça ne sert à rien. Quatrième tendance, je l'ai appelée sans les mains, parce que on nous parle effectivement de voitures autonomes, on nous parle de contrôler des machines à la voix. Alors c'était déjà le cas l'année dernière. L'année dernière, on avait eu Alexa, qui était la grande star du CES, donc l'intelligence artificielle de Amazon proposée dans son objet propriétaire Echo, mais également par exemple dans les véhicules de Ford, dans des frigidaires, etc. Donc qu'est-ce qu'on a vu cette année? La revanche de Google. Google n'a vraiment pas apprécié de s'être fait piquer la vedette sur ces enceintes intelligentes, et donc cette année au CES, ils ont acheté absolument toute la publicité possible. Donc ils ont adhésivé les bâtiments, ils ont fait de l'expérientiel en street marketing où vous pouviez gagner des bonnets Google et puis des petites enceintes Google Assistant. Donc vous voyez, il y avait du Hey Google absolument partout. Ils ont sorti complètement Alexa du truc. Ils ont complètement trusté le truc. Alors voilà les fameuses toilettes dont je vous parlais, que vous pouvez piloter à la voix, je ne vous mens pas. Donc vraiment, voilà, cette année, ils étaient partout. Et quand je vous parle de sans les mains, c'est ces nouvelles interfaces qui nous permettent de piloter les machines. Plusieurs exemples. À gauche, vous avez une technologie qui s'appelle Ultra Haptics qui vous permet d'interagir avec vos médias directement dans l'espace avec des gestes. Donc ça, on connaissait déjà. À se dire, potentiellement, la main va devenir la télécommande de demain. Mais ce qui est intéressant avec cette technologie, vous voyez, il y a un petit pad sur la table. En mettant votre main au-dessus de ce pad, vous sentez un retour de force. C'est comme s'il y avait quelque chose dans l'espace qui est invisible, que vous ne voyez pas, mais que vous pouvez sentir. Alors vous allez me dire à quoi ça sert. Ça rend l'expérience plus augmentée, plus intéressante, mais il y avait notamment une démonstration, donc au-delà des médias, où vous pouvez comme ça, par exemple, piloter votre télévision. On était à Vegas, donc il y avait un jackpot avec un écran 3D. Donc je gagne le jackpot, j'ai des pièces en 3D qui me tombent dessus, mais vous pouvez mettre vos mains et de manière virtuelle, vous sentez tomber des pièces dans vos mains alors qu'elles n'existent pas. On est dans cette expérience augmentée à travers ces technologies électriques. Au milieu, vous avez donc un objet qui est connecté avec un jeu vidéo. Donc là, vous avez cette épée géante qui vous permet d'interagir de manière connectée directement avec votre avatar dans le jeu vidéo. Et là aussi, c'est un peu du Black Mirror en vrai. Cette start-up russe qui s'appelle NeuroChat, qui vous propose en chaussant un casque de pouvoir, en regardant donc un écran sur lequel vous avez des caractères qui vont clignoter très rapidement, voilà ce qu'on voit ici là, d'interagir sur les réseaux sociaux directement avec votre cerveau, sans avoir à taper quoi que ce soit. Alors vous avez vu, on a Stephen Hawking malheureusement qui est décédé il y a quelque temps, qui déjà pouvait dialoguer alors qu'il était dans un état neurovégétatif. Donc là, on s'adresse à ce même type de public, des handicapés sérieux en état neurovégétatif, c'est pas pour s'amuser, peuvent utiliser ce type de technologie pour avoir une vraie vie sociale sur Facebook. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent taper plus vite qu'un individu valide, simplement avec la force de leur cerveau. Donc là encore, ça inspire Zuckerberg, ça inspire tout un tas de startups qui nous parlent de Brain Internet, en disant finalement l'interface du futur, elle va se passer directement avec le cerveau. Aujourd'hui, avec Alexa ou avec Google Assistant, je rentre chez moi et je dis « Ok Google, allume les lumières du salon ». Demain, je n'aurai même pas besoin de dire quoi que ce soit. Je rentre, je veux que ça s'allume, ça va s'allumer tout seul. Donc ça fait un peu flipper les gens, mais ça fonctionne, en tout cas, en termes de technologie. Donc voilà, ça c'était cette tendance sans les mains. Cinquième tendance, c'est qui cette machine? Oui, parce qu'en fait, on se pose la question du droit. Quand je vous disais la voiture autonome, ce n'est pas un problème technologique, c'est un problème légal. La question qu'ils ne savent pas résoudre, par exemple, c'est que s'il y a un accident, il y en a eu un là, il y a 2 semaines, vous en avez entendu parler, forcément,
avec d'autres personnes qui ont dit ouais, si ça avait été mon véhicule autonome à moi, j'aurais pas causé l'accident. Bon, bref, un peu opportuniste. Qui est responsable? Il n'y a pas de conducteur. Alors, est-ce que c'est le constructeur? Est-ce que c'est quand même la personne qui devait être derrière le volant et qui était censée pouvoir reprendre le contrôle du véhicule si s'est passé quelque chose? Parce que le parent de la victime, il veut trouver un responsable. C'est humain, c'est normal. Donc comment on fait? J'en ai beaucoup parlé avec les fabricants chez Renault qui nous disent « Ah, mais nous, on est prêts, hein. Il n'y a pas de problème, la voiture qui roule toute seule, on sait le faire. » Sauf qu'il est hors de question que Renault soit responsable d'un accident comme ça dans le futur. Donc, légiférez, les gars. Et puis après, on verra. Donc, il y a tout un tas de logique derrière ça à dire, est-ce que finalement la machine est une personne? Quand on commence à voir des intelligences artificielles qui sont capables de créer, dans nos métiers du marketing et de la publicité, on fait appel à des talents créatifs. Mes amis de Dentsu au Japon commencent à s'amuser grâce au machine learning, à lancer des campagnes à succès comme ça dans des machines et à leur demander de fabriquer la campagne ultime. Ils ont fait le test dans des festivals un peu comme à Cannes, là où on vous projette le travail d'un humain et le travail d'une machine, puis on vous demande de déceler qui a fait quoi. La plupart des créatifs ne savent pas dire ça c'est un humain, ça c'est une machine qui l'a fait. Si c'est du machine learning, ça risque de fonctionner. C'est comme ça qu'on arrive à voir Microsoft qui nous fabrique des faux Rembrandt. En analysant toutes les toiles du maître, on est capable de reconstituer un Rembrandt plus vrai que nature. De voir des nouveaux titres des Beatles, alors qu'ils sont pas, voilà, ils jouent plus quoi. Donc ça veut dire que oui, la question c'est pas de savoir si on aura des robots. Au CES, il y avait une zone dédiée aux robots. J'ai pas pu vous les prendre tous en photo, c'était absolument énorme. Jusqu'au robot le plus inutile qui est censé vous passer l'aspirateur. Et alors il est très gros parce qu'il est censé déplacer les meubles, celui-là. Mais c'est un Aspi Dyson que vous lui mettez entre les mains, c'est même pas livré avec le robot. Donc tout un tas de formes différentes, y compris celui de la région Normandie qui moi me faisait un petit peu peur. Vous, je sais pas. Mais en termes d'ergonomie, je trouve qu'il est un peu flippant ce robot. Et puis des petites choses qui étaient assez rigolotes qui disent vous inquiétez pas, c'est pas parce que je suis un robot que je vais piquer votre travail. Vous savez à quel point chez Dentsu, on est partisan de la cobotique plutôt que de la robotique. Comment le fait de travailler avec les machines va nous permettre de dégager du temps pour passer plus de temps dans des relations interpersonnelles humaines. Donc oui, des robots, il y en a partout, ça c'est pas le sujet. La question c'est de savoir comment, d'un point de vue légal, on va peut-être donner une identité à ces machines. En tout cas, c'est un sujet d'actualité. Je vous en parlais sur la voiture autonome. 6e tendance, tu n'auras pas ma data. C'est vraiment d'actualité. Si vous avez suivi ce qui se passe, Facebook est encore en difficulté. Alors pour ceux qui s'en souviennent, il y a quelques longs mois maintenant, j'étais venu vous voir à Nantes pour vous parler du futur des réseaux sociaux. Si vous vous souvenez du truc, j'avais dit à la fin, le futur, ça s'appelle Jurassique social. J'avais dit, potentiellement, Facebook pourrait tomber de son piédestal aussi vite qu'il en était grimpé et il suffit de peu de choses. On me dit, t'es un peu dingue quand même parce qu'avec le cash qu'ils ont, alors oui c'est vrai, ils ont beaucoup de cash, Zuckerberg est brillantissime, mais on voit par exemple avec Cambridge Analytica que il est en communication de crise, sommet de s'expliquer très rapidement, de dire ce qu'il va faire, avec des personnes qui sont de plus en plus soucieuses de la protection de leurs données personnelles. On a aujourd'hui, d'après une enquête de l'ARCEP récente, près de 75% des Français qui nous disent que leurs données personnelles sur les réseaux sociaux ne sont pas suffisamment protégées. On a plus de 30% des Français qui ont déjà décidé de ne pas installer une application sur l'App Store ou quoi, parce qu'on leur demandait des informations qui leur semblaient trop personnelles par rapport à l'usage de l'application en question. Mais pourquoi tu veux savoir ma géolocalisation? Pourquoi tu veux accéder à mes images? Oui, je trouvais ça bien, mais finalement, non. Donc en fait, on est sur ce côté complètement schizophrène dont je vous parlais, où on veut l'usage, mais on a peur. En particulier en France, où on est particulièrement sensible à ça. Et c'est particulièrement d'actualité cette année, puisqu'on nous parle dans les médias de deux choses qui vont vraiment bouleverser notre quotidien, le RGPD et le règlement e-privacy. Bon, alors je ne suis pas juriste, je ne vais pas vous faire un cours pour aller vous expliquer tout ça, juste pour vous rappeler, RGPD, Règlement général de la protection des données. Donc on est sur une loi européenne, donc qui va au-delà de la CNIL, qui était typiquement franco-française, où en fait on va essayer d'harmoniser toute cette protection des données
Ça a été lancé il y a déjà 2 ans pour que l'ensemble des entreprises françaises puissent se mettre en conformité, parce que toutes les entreprises sont concernées. Toutes. À partir du moment où vous avez un fichier client, vous êtes obligé d'avoir alors appelez-le comme vous voulez, un Chief Data Officer chez vous, un responsable de la donnée qui ne va pas, comme auparavant avec la CNIL, être obligé d'envoyer des déclarations de conformité à la CNIL, mais qui va être capable de démontrer que vous avez tout mis en œuvre pour respecter cette protection de la donnée, que vous n'êtes pas allé collecter de la donnée au-delà de ce dont vous aviez besoin. Vous avez aussi donc cette logique e-privacy qui vient on top du truc. Je vous rappelle que ça arrive le 25 mai, donc c'est très très rapide. D'après un sondage récent en janvier dernier, on s'est laissé 2 ans pour se mettre en conformité. En janvier dernier, sur 100 sites qui ont été audités, vous n'aviez que 6% des entreprises qui étaient conformes au RGPD. Ça veut dire qu'il va quand même falloir s'inquiéter de ça très rapidement. E-privacy, ça va bouleverser complètement nos métiers de la publicité numérique parce qu'on était parti sur des modèles autour de la data, donc c'est bien l'histoire de Facebook. Le problème, c'est que vous n'êtes quand même plus censé aujourd'hui collecter de la data sans le consentement de l'individu. Et aujourd'hui, il y a quand même énormément de problèmes sur le recueil de ce consentement. Donc vous avez tout un tas d'acteurs du digital qui sont vent debout cette logique e-privacy, qui devrait prendre un petit peu plus de temps avant de se mettre concrètement en application, parce qu'il y a tous ces débats au niveau local qui ne sont pas tranchés, mais le RGPD, c'est une vraie réalité. Donc, si vous n'avez pas regardé le sujet et que vous êtes dans une entreprise, allez quand même creuser le sujet, parce que ce n'est pas anecdotique. Les amendes, c'est de l'ordre de 4% de votre chiffre d'affaires au niveau mondial. Donc, je peux vous dire que les GAFA, ça les inquiète quand même un petit peu parce que, alors ils ont été gentils, ils ont plafonné l'amende à 20 millions. Donc soit c'est 4% de votre chiffre d'affaires, soit 20 millions d'amende, ils vont bien sûr prendre le chiffre le plus élevé. Donc attention à ça. La tendance suivante est un peu liée à celle-ci, c'est la sécurité. Là aussi c'est un enjeu, au-delà d'être un enjeu simplement éthique pour les entreprises, c'est un enjeu réglementaire. Aujourd'hui, vous devez mettre en place dans les entreprises tout un tas de systèmes qui vont aller sécuriser vos données. C'est un enjeu de réputation pour vous parce que si jamais vous avez un problème, là vous rentrez dans une logique de communication de crise qui est quasiment insoluble. Et on le voit de plus en plus quand je suis interviewé sur BFM par rapport à des sujets d'actualité, souvent on me propose comme ça des entreprises qui ont eu des problèmes pour essayer de voir en termes de communication comment ils ont fait pour essayer de rattraper les choses. Alors, ce qui est surprenant au CES, c'est que on nous en parle finalement assez peu. Et justement, l'histoire de Cambridge Analytica fait que les Américains, qui, vous le savez peut-être, n'ont aucun problème à partager de la donnée personnelle, politique, sexuelle, religieuse, de revenus sur les individus, ils envoient des publicités républicaines à des démocrates, etc. Tout ça, c'est dans des fichiers, ça ne gêne pas. Ils se disent, finalement, les Européens, avec leur RGPD, etc., ils ont peut-être raison. Peut-être qu'on devrait faire machine arrière. Et comment est-ce qu'on peut sécuriser tout ça ? On nous parlait beaucoup de blockchain. Je vais revenir sur la blockchain, mais qui pourrait être une technologie qui nous permettrait de sécuriser les données. Au-delà de ça, vous aviez quelques intervenants comme des Bitdefender qui vous proposaient de mettre des boîtiers chez vous pour sécuriser l'Internet des objets, mais ça ne va pas très loin. Et du coup, sur les réseaux sociaux, ça s'est un peu déchaîné, en particulier donc, sur des personnes non américaines qui sont venues en salon en disant « Eh oh, vous les gars, avec tout ce que vous proposez en objet connecté, là, vous ne vous inquiétez pas plus de la sécurité, c'est pas normal. » 8e tendance, blockchain pour tous. Alors là, cette année, vous allez être obligés d'y passer. Même Nabila a parlé de Bitcoin. Alors j'espère que vous n'avez pas suivi les conseils de Nabila pour aller acheter des Bitcoins parce que sinon vous êtes ruinés. Donc n'achetez pas de Bitcoin pour spéculer, c'est trop tard maintenant. Mais alors, je ne vais pas rentrer là pareil dans un cours sur la blockchain parce qu'il me faudrait une journée totale. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la blockchain ? On est sur une technologie transparente de désintermédiation qui vous permet de suivre grâce on va dire, à la confiance que vous faites à la communauté, qui vous permet de suivre
tout un tas de transactions, d'éléments légaux pour justifier qu'effectivement ils ont eu lieu. Est-ce que vous êtes solvable ? Est-ce que vous avez vraiment eu votre baccalauréat ? Est-ce que vous avez vraiment eu votre diplôme ? En fait, ça fonctionne comme des poupées russes. À partir du moment où vous mettez un élément dans la chaîne, vu que ce sont des blocs qui viennent se mettre les uns sur les autres, le bloc suivant intègre une partie du bloc d'avant. Donc c'est infalsifiable. Vous ne pouvez pas revenir en arrière sans détricoter toute la chaîne. Et donc ça implique tout un tas de choses, puisque là encore je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez des mineurs avec des ordinateurs qui calculent sur la blockchain, et il n'y a pas que ces histoires de Bitcoin. Aujourd'hui la blockchain, elle va nous servir à plein de choses, notamment par exemple dans les médias pour aller lutter contre les fake news. Vous voulez savoir si une information est vraiment juste, grâce à la blockchain, c'est facile demain de savoir qui est l'émetteur, puisque l'information est infalsifiable. Donc vous pouvez remonter à l'origine assez facilement pour savoir qui a lancé cette information. On nous parle de sécurité. Bah oui, effectivement, la blockchain pourrait nous permettre ça. Par exemple, chez Dentsu, on travaille pour un acteur dans le recyclage des déchets chimiques. Grâce à la blockchain, je pourrais suivre de la vente d'un pot de peinture chez Leroy Merlin. Si je trouve un pot de peinture dans la nature, quelqu'un qui ne l'a pas ramené sur une décharge, je suis capable de retracer toute la vie de ce déchet grâce à la blockchain. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une technologie prometteuse. Tout le monde se demande comment la blockchain pourrait révolutionner une partie de son business, au-delà de ce que vous avez pu voir dans la banque et les crypto-monnaies. On travaille sur plein de projets, ce qu'on appelle des ICO chez Dentsu. Donc c'est des levées de fonds en Bitcoin maintenant pour des sociétés, des tokens, etc. Donc assez intéressant. Et voyez, en fait, ce que vous avez là à gauche, c'est tous les sujets dont les gens parlaient lors du CES sur les réseaux sociaux. Blockchain, intelligence artificielle, Internet des objets, c'était les sujets dont on parlait le plus. Vous aviez aussi donc des informations, des discussions autour de la Smart City, bien sûr, VR, les robots, etc. La 5G, vous voyez, c'est quand même aussi une grosse patate. Mais il y avait pas mal de conférences autour du futur de la blockchain. Et pour tous ceux qui ont étudié donc le marketing moderne, etc., on nous cite souvent le cas de Kodak, en nous disant l'instant Kodak, le moment où ils n'ont pas fait le virage stratégique face au digital. Eh bien, Kodak était présent au CES et ils ont lancé leur Kodak Coin. Donc, ils n'ont pas envie de se faire avoir une deuxième fois. Donc, l'idée, c'est comment moi, Kodak, je vais pouvoir utiliser la blockchain. À quoi ça peut me servir ? Ben, eux, ils sont donc très présents dans l'univers de la photographie. Ce qui les intéresse, par exemple, c'est grâce à des technologies blockchain de gérer tous les droits. S'il y a une photo qui est diffusée quelque part sur Internet alors qu'il y a un photographe qui espère avoir des dividendes ou des revenus de cette photo, ben, retrouver donc l'historique, l'artiste et remonter à la source et aller gérer de manière automatique les droits grâce à la blockchain, c'est possible. Et donc voilà, il y a tout un tas de marques qui vont pouvoir, grâce à la blockchain, envisager des logiques de fidélisation client pour mettre au rebut la bonne vieille logique de coupon telle qu'on la connaissait, par exemple. Donc voilà, si ça vous intéresse la blockchain, je vous dis, on pourrait en parler pendant des heures, mais il faut vraiment vous y intéresser cette année, parce que sinon vous allez avoir des problèmes et des bugs. C'est l'avant-dernière tendance. Et là, c'est le bug. C'est la petite phrase que vous dit l'enceinte Google quand elle ne comprend pas l'une des choses que vous lui demandez. Alors, elle dit deux trucs. Quand vous lui dites un truc qu'elle ne comprend pas, soit elle dit « Je suis désolé, je ne sais pas comment vous aider avec ça ». Soit elle dit « Et là, c'est le bug ». Pourquoi je veux vous parler de bug ? Parce que c'est un sujet qui est vraiment lié aux médias et à la communication. Je vous en ai parlé tout à l'heure sur la sécurité. En fait, l'attitude des Français face à ces technologies, face à ces intelligences artificielles font que soit ils sont convaincus que de toute façon ça ne marche pas, soit ils sont convaincus que ça doit être absolument infaillible. La technologie n'a pas le droit de se tromper. L'humain est faillible, mais pas la machine. Et pour autant, le bug, depuis qu'on en parlait à l'an 2000, il existe toujours. Certes, on a fait des progrès technologiques, mais il y en a toujours des bugs. Et du coup, quand il y a un bug technologique, les médias se jettent dessus hyper rapidement et ça devient très compliqué à aller gérer en termes de communication. Des exemples, vous en avez plein comme ça récemment. Vous avez par exemple la SNCF avec le bug de la gare Montparnasse. La ministre des Transports qui est appelée à la rescousse pour aller éteindre le feu, voir comment on peut gérer ça. Vous avez aux États-Unis, United Airlines, juste avant Noël, un bug informatique qui a mis tous les pilotes en vacances
Alors que les gens voulaient aller rejoindre leur famille à Noël. On disait, bah, désolé, les vols sont annulés, il y a eu un bug informatique juste avant Noël. Je dis, mais vous êtes dingue. Tous les médias se sont jetés sur le truc. Je peux vous dire que les directeurs de la communication, eh ben, ils doivent aller travailler pour gérer donc, la com autour de tout ce qui est investi en termes d'informatique. Et même au CES, bah, des bugs, il y en a quand même pas mal. On a eu notamment un énorme blackout, coupure de courant général, pendant 3 heures. Alors c'était très drôle parce que j'étais sur le stand de Sony. Il y a un commercial qui m'a fait hurler de rire dans le truc. Il s'est donc trouvé pris face au truc et il dit « Vous pouvez admirer la profondeur de nos noirs sur nos écrans ?» Plutôt marrant. Et cette photo, je l'ai prise, pareil, elle m'a fait rire. Ce pauvre monsieur sur le stand Energizer qui n'avait plus de courant, qui n'avait plus grand-chose à raconter. Donc voilà, c'est quand même assez hallucinant sur un salon lié aux technologies qu'on puisse avoir une coupure de courant. L'autre truc qui est absolument hallucinant au CES, c'est qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Vous êtes sur le salon, il y a tellement de gens qui viennent avec leur propre Wi-Fi que ça crée tout un tas d'interférences, le truc il tombe toutes les 5 minutes. Il n'y a pas de 4G dans la rue. On vous parle de sustainability, d'un monde meilleur, alors qu'on construit des aquariums de plusieurs milliards de litres au milieu du désert. C'est la ville la moins responsable du monde pour aller parler de responsabilité. Donc, sur ma dernière tendance, justement, je voudrais parler de ça. C'est ce qu'on appelle la deep tech. De plus en plus de gens, finalement, ont peur quand ils voient ces nouvelles technologies à se dire « mais on est en train de faire n'importe quoi, on marche sur la tête, on confie à des intelligences artificielles des choses qui vont détruire de l'emploi, etc. » Est-ce qu'on ne pourrait pas faire avec ces nouvelles technologies quelque chose de plus efficace? Bah oui, c'est ce qu'on appelle la deep tech. Donc on va essayer d'investir ces technologies dans des causes beaucoup plus nobles que des causes liées au marketing, à la communication, à la publicité. Donc par exemple, c'est comment est-ce que grâce à la technologie, je vais pouvoir réinventer la salle de classe? Comment je vais pouvoir inventer la pédagogie du futur grâce à des technologies connectées? Comment je vais apprendre aux gamins à coder grâce aux jeux? Donc si vous avez joué avec des Lego, électro ou quoi quand vous étiez gamin, bah là du coup vous fabriquez vos robots, vous apprenez à coder directement. On avait eu déjà un peu cette tendance l'année dernière. On nous parlait beaucoup d'énergie, comment grâce à la technologie on va pouvoir économiser de l'énergie et puis comment on va aussi pouvoir moins polluer. Donc on voit de plus en plus de causes finalement intéressantes qui sont proposées pour aller exploiter toutes ces nouvelles technologies. Bon, voilà pour nous, les 10 choses qui sont vraiment importantes cette année, qui vont marquer l'actualité technologique, ou en tout cas dont il faut savoir parler. Mais comment vous allez pouvoir vous en servir de tout ça? Concrètement, dans votre business au quotidien, vous qui êtes dans les entreprises, comment vous allez vous en servir? Bah, je vous propose un petit schéma tout simple qui naît d'une irritation chez moi, qui est ce terme de smart. Tout est smart. Smart agriculture, smart car, smart city, etc. Bon, il n'y a pas plus con qu'un robot. On a installé un robot Pepper à l'accueil chez Dentsu. Je peux vous dire qu'il est bête. Hein. Il faut programmer le truc pour qu'il se passe vraiment quelque chose. Donc, prenez en fait chacune de ces verticales du CES séparément. Donc on nous a parlé de santé, on nous a parlé d'écran, on nous a parlé de contenu, on nous a parlé de mobilité. Donc ça, ce sont des potentiels technologiques tels qu'ils étaient proposés sur le salon. Vous avez des gros piliers qui sont importants en termes de technologie. Sans sécurité, on se rend compte qu'on va avoir un problème sur l'adoption des usages. Si vous continuez à avoir des fils, ça va poser problème. Je vous ai parlé de quotas, mais au-delà de ça, l'une des autres stars de cette année, au-delà des EarPods, c'est tous ces écouteurs sans fil qui vous permettent d'écouter votre musique, d'interagir directement. Pour que tout ça puisse fonctionner, il vous faut une interface qui soit simple avec la machine. Voix, gestes, cerveau. Mais intégrée dans votre réflexion, comment on va pouvoir dialoguer avec une vitesse plus rapide et des technologies blockchain qui vont forcément avoir quelque chose à vous apporter. 2 types de trucs dans l'Internet des objets. Vous allez avoir des usages qui sont directement liés au consommateur, votre offre de produits et de services, mais il va falloir aussi remonter dans la chaîne sur tout ce qui est IoT industriel. Parce que finalement, l'IoT, s'il ne décolle pas sur les montres connectées, les bracelets connectés, etc., je peux vous dire qu'il décolle très très vite sur des fabricants de moteurs d'avion, à la SNCF ou quoi, parce que ce sont des économies dans la chaîne de production qui sont quand même assez importantes. Donc on arrive à de l'Internet des objets.
J'ai un truc qui est sécurisé, rapide, avec de la blockchain, avec lequel je peux parler. Très bien. Par là-dessus, on l'a vu, il faut rajouter une couche d'intelligence artificielle. Bon, ça fait bien. Même si ce n'est pas vrai, je vous incite à le faire en vrai, parce qu'il y a quand même moyen aujourd'hui, à peu de frais, d'aller intégrer de l'intelligence artificielle dans ce que vous proposez à vos clients. Mais en général, les gens, ils s'arrêtent là. Ils disent, bon bah voilà, j'ai un objet connecté intelligent, donc je te fais un smart quelque chose. Donc on a tout vu comme ça. Vous avez du smart crédit chez CTLM. Bon, on peut inventer tout un tas de smart trucs. Non, 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 non. Ce qui va faire que c'est smart, c'est vous. C'est l'humain. C'est vous là qui allez réfléchir sur la manière dont vos clients utilisent vos produits, utilisent vos services. Faites ce petit exercice avec vos équipes en workshop. Prenez de manière aléatoire 2 ou 3 de ces bulles et jetez-les sur la table. Je ne sais pas, retail, contenu, écran. Ok, je suis un magasin, je me pose la question du contenu et des écrans. Qu'est-ce que je peux faire en associant ces 3 trucs ? Tout en respectant cette logique de 5G, de blockchain, etc. Et puis vous pouvez le faire comme ça avec n'importe quoi. Donc robot, mobilité, santé. Prenez séparément ces potentiels technologiques, jetez-les sur la table face à votre business, réfléchissez aux usages et vous allez voir que vous allez pouvoir proposer finalement des usages qui sont smart. En tout cas, chez Dentsu Consulting, on a de plus en plus de clients qui nous demandent de les accompagner sur ces logiques-là parce qu'on est face à une accélération technologique, il ne faut pas le nier. Même si cette année, comme je vous le disais, il n'y a pas vraiment d'innovation de rupture, il y a quand même des accélérations dans les innovations incrémentales où on est plus rapide, plus sécure, etc. Donc le fait de travailler en workshop dans une entreprise pour réfléchir à la manière dont vous allez produire de l'innovation en vrai, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour ne pas se laisser dépasser. Et le fait d'aller dans tous ces salons pour essayer d'aller capter l'air du temps, récupérer quelques tendances, c'est un peu un incontournable aujourd'hui pour les directeurs marketing. C'est pour ça que chez Dentsu, on le fait. Et c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir à travers cette petite analyse des tendances et de comment elles pourraient vous servir dans votre quotidien. J'espère en tout cas voilà, vous en avoir convaincu de l'intérêt de ces démarches sur l'adoption des nouvelles technologies. Et je vous remercie bien sûr pour votre attention. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais je crois qu'on va se retrouver après autour d'un petit verre. On va pouvoir discuter, échanger. Alors, quelques questions dans la salle. Si vous en avez, levez haut la main. La première est toujours la plus difficile. Alors, soit c'était très clair, soit je vous fais peur, soit vous n'avez rien compris. Si on en a une. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas du tout évoqué en fait ce qui fait référence à l'évolution des ordinateurs quantiques et de l'impact justement sur ces technologies, sur tout ce que vous avez présenté, sur toutes ces tendances. Alors, l'informatique quantique anime beaucoup de débats aujourd'hui, mais absolument pas au CES. Quand vous allez par exemple à la conférence annuelle de Microsoft, au Palais des Congrès à Paris, donc ils remplissent le Palais des Congrès, vous avez un bon tiers de la conférence qui est dédié à l'informatique quantique. Donc pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, hein, des logiques d'informatique aujourd'hui qui sont plutôt binaires sur du 0 et du 1, c'est soit l'un soit l'autre. Dans l'informatique quantique, on ne raisonne pas comme ça. Ça peut être à la fois du 0, du 1 en même temps. Allez voir, parce que là, pareil, dans l'explication, bonjour. L'intérêt, c'est la puissance de calcul, où en fait, on nous dit que grâce à l'informatique quantique, on va pouvoir résoudre des problèmes comme la faim dans le monde, rien que ça. Donc des puissances de calcul quand même assez phénoménales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un output sur ce Consumer Electronic Show. C'est encore un peu trop perché pour le commun des mortels et vous ne pouvez pas aller acheter votre ordinateur quantique au CES. Ça reste encore des machines aujourd'hui qui prennent énormément de place, qui nécessite un refroidissement quand même assez important. Donc on est encore un peu dans l'expérimental, mais c'est sûr qu'à partir du moment où on parle de prospective dans la capacité de calcul,
le sujet de l'informatique quantique est très à la mode en ce moment. Mais là encore, voilà, je ne suis pas suffisamment technicien pour moi aller rentrer dans ce sujet-là. Mais en tout cas, au CES, rien du tout là-dessus. Merci, c'était super intéressant comme présentation. C'est pas tellement sur les technos que j'aurais une question à poser, mais sur le CES en lui-même. Est-ce que c'est encore aujourd'hui un endroit pertinent pour faire la prospective ou est-ce que la dimension show a pas un peu tendance à gommer des insights qui seraient peut-être plus forts ailleurs ? La complexité justement du sujet, et on en parlait ce midi, c'est de réussir à faire la part du show et la part du truc intéressant. Je posais la question à beaucoup de startups françaises, puisqu'il y a eu une espèce de cafouillage sur les startups qui étaient très très représentées, mais où du coup différentes régions se battaient pour dire moi je suis plus innovant que toi, etc. Il y avait des startups françaises qui étaient invitées, qui étaient à peine à l'étape de prototype. Mais on voulait avoir une espèce de suprématie en nombre. On se disait mais qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi vous êtes venus ? Et la plupart des gens me disaient, écoutez, c'est assez simple, j'ai un potentiel de 200 000 personnes, moi je cherche des investisseurs. Donc je viens là parce que j'ai un public de gens un peu geeks, d'entreprises, voire même potentiellement de concurrents. C'est-à-dire que moi ça m'intéresse d'être là et d'aller voir ce que vont faire des petits copains. Et donc on n'est plus forcément sur le salon des grosses innovations de rupture, on n'est pas à l'abri quand même d'en avoir, il y en a quelques-unes. Donc c'est juste qu'il ne faut pas rater l'opportunité si elle se présente et il faut savoir décoder le truc. Moi, j'étais assez surpris de voir entre toutes les personnes qui ont pu faire des synthèses de ce CES, on ne l'a pas forcément fait en même temps. On n'a pas forcément visité les stands dans le même ordre. C'est assez marrant parce que tout le monde retient à peu près les mêmes types d'éléments, prend à peu près les mêmes photos, alors qu'il y a des dizaines de milliers de stands. Donc je me dis qu'à un moment, tout ce qu'on est là, en expert de la com et des médias, on est quand même sensible à des choses qui nous font dire là il y a un truc, il peut se passer quelque chose. Donc même si c'est pas de l'innovation de rupture, quand même venir au moins pareil dire à nos clients ce qu'on a vu parce qu'ils nous le demandent, c'est important. Moi je suis allé aussi au CES pour aller chercher pour certains clients spécifiquement des technologies bien précises parce qu'ils en avaient besoin pour leur business. Et oui, sur un stand de l'Israël, sur un stand du UK ou quoi, on peut trouver des petites pépites technologiques, mais il faut savoir ce que vous allez chercher. Sinon, effectivement, voilà, vous prenez des bonnes chaussures de marche et puis vous arpentez et voyez. Mais je pense qu'il ne faut pas passer à côté parce que c'est un élément de networking important. Il y a beaucoup d'échanges de cartes de visite et comme je vous le disais, c'est beaucoup plus du B2B aujourd'hui que du B2C. Donc c'est des gens qui viennent faire du business au CES, au-delà du show, parce qu'il y a toujours le 20h où on va vous sortir l'objet connecté absolument improbable qui va faire marrer tout le monde et qui donne encore une vision justement de l'IoT comme des gadgets qui servent à rien. Alors qu'en fait, il se passe des choses vraiment intéressantes d'un point de vue industriel là-bas. Donc ça nous permet d'aller chercher des contacts et puis aussi de renseigner les clients. Donc je pense qu'il ne faut pas... C'est comme au même moment, à quelques jours après à New York, vous aviez un gros salon sur le retail où on nous parle pareil plutôt de technologie pour augmenter la vitesse en caisse, l'expérience client, etc. On va dans ces salons, l'audience continue à progresser, les gens ne veulent pas risquer de passer à côté du truc. Bon, puis après, on ne va pas se mentir, hein. Il y a quand même aussi un aspect, ouais, j'y étais, ah, toi, t'y étais pas, machin. Bon, voilà, on est dans la com aussi. Hein. Alors, moi, j'ai une question par rapport au BATX. Ce que je retiens vraiment de... Vous n'avez pas dit les initiales ouais, si... Déjà. Voilà, et ce que je retiens de la première partie, c'est qu'en fait, on a beaucoup le continent asiatique qui arrive et qui propose beaucoup de technologies de rupture. Déjà, c'est quoi les BATX et pourquoi nous, on les rencontre pas forcément beaucoup aujourd'hui, à part Alibaba en France qui commence vraiment à arriver, Tencent, on connaît pas, et pourquoi ils sont pas chez nous. Et vu que le business de la data s'arrête un petit peu, je voulais savoir du coup comment toutes ces plateformes vont se rémunérer et si Amazon Go, qui est un peu le nouveau moyen de récupérer de la data, va se généraliser avec d'autres business models qui vont créer. Voilà. Alors, je vais le faire à l'envers.
Par rapport à du Amazon Go, on a vu justement sur le retail tout un tas de technologies intéressantes qui peuvent vous permettre d'accéder aux mêmes résultats. Je rentre dans le magasin, je prends le produit, je sors, il est débité automatiquement. Là encore, grâce à de l'intelligence artificielle, il y avait un gros événement. La boîte s'appelle AI Poly au CES. Ça fonctionne sur des caméras, de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance de produits. Donc Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Donc parmi ces fameux acronymes, donc sur ces sociétés qu'il faut avoir en ligne de mire. Donc on a vu effectivement Alibaba, je vous l'ai montré comme l'une des photos qu'on a vues au CES. En fait, ils rentrent de manière un petit peu discrète. Donc soit vous avez Huawei qui commence, vous voyez, à monter, mais ils ne font pas partie de ces fameux Batix, mais même des Xiaomi aujourd'hui, vous allez commencer à trouver sur la Fnac ce type de marque, sauf qu'ils n'ont pas encore décidé de pénétrer le marché européen parce qu'il y a déjà un marché tellement énorme sur l'Asie qui font déjà leur business là-bas avant de venir un petit peu plus loin. Mais si vous regardez en termes de part de marché au niveau mondial sur les volumes que ça peut représenter, ces gens-là sont quand même assez importants. Après, il y a des différences culturelles sur certains d'entre eux, en particulier sur la partie sociale. Moi, je travaille, on a chez Dentsu Consulting des Asiatiques, on bosse avec des boîtes asiatiques. Heureusement que j'ai Wendy qui bosse avec moi parce que des fois, pour comprendre culturellement comment ça se passe, on m'a forcé à installer WeChat sur mon téléphone parce que tout se passe comme ça. Il y a des frontières culturelles qui restent encore un petit peu gênantes. Bon, d'abord la taille du marché, ça va venir très très vite. C'est-à-dire que je me souviens encore justement de la première fois qu'un commercial dans une régie média m'a dit « Tiens, j'ai entendu parler d'un annonceur qui s'appelle Huawei, il faut surveiller le truc parce que ça risque de grossir. » C'était tout petit, il y a moins de 5 ans. Et quand on voit donc la courbe de progression du truc, ils avancent quand même rapidement. Et là, aujourd'hui, quand vous regardez des titres spécialisés comme des 01net ou quoi par exemple, je peux vous dire que dans les classements, des Xiaomi ou des Huawei remontent fortement. Et si vous écoutez pareil, puisque on a travaillé sur le pitch justement de lancement du prochain téléphone Huawei en France. Si vous écoutez sur les réseaux sociaux ce que disent les Français, la réputation sur ces marques asiatiques est excellente. Tous ceux qui s'y connaissent un petit peu en technologie en parlent autour d'eux en disant c'est clairement le type de téléphone qu'il faut que tu achètes. Achète un OnePlus, achète un Xiaomi ou un Huawei. C'est un rapport qualité-prix franchement meilleur. Sauf que, on en parlait en cours ce matin, il y a un truc qui est hyper important dans le marketing tel qu'on nous l'apprend dans les fameux 4 ou 5 P, c'est de parler de la valeur plutôt que du prix. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous avez des GAFA qui trustent la valeur. Vous avez des gens aujourd'hui qui continuent à investir dans du Apple, même s'ils savent que le téléphone vaut 4 fois trop cher que ce qu'il devrait coûter en vrai. Il y a un élément de statut. Si vous avez une montre Xiaomi, c'est un peu difficile pour crâner quand même. Même si elle est hyper efficace, c'est pas encore une marque qui fait rêver. Donc ça va venir. Je pense que si on se refait une conférence d'ici 2 ans, ça aura un petit peu changé. Et ce qu'on a vu aussi au CES, donc dans les cartes de visite qu'on glane, c'est aussi pour ça que j'y vais, c'est pas mal de marques asiatiques qui m'ont dit oh, Dentsu, oh, Dentsu, on connaît Dentsu, Japon. Me dire bon, vous pouvez m'aider à me lancer en France ? Filez-moi votre carte de visite parce que justement, fin 2018, début 2019, j'attaque la France. Donc là, ça va arriver très très vite et ces marques, vous allez voir que vous allez les retrouver un petit peu partout. Nous allons donc... Merci. Alors, un grand merci à Benoît Régent et à Dentsu Aegis d'avoir permis de partager cette vision prospective sur les technologies et leur impact, l'évolution des technologies et leur impact sur nos métiers. Donc, un grand bravo, un grand merci. Merci beaucoup. D'abord.